Le jour où tout a commencé, la pluie tombait sur Paris avec une régularité hypnotique, comme si le ciel voulait laver la ville de ses secrets. J'étais rentrée depuis 3 jours dans l'appartement familial, au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 11e arrondissement, là où nous avions grandi, mon frère et moi. L'odeur des murs, mélange de cire ancienne, de laine et de café noir, me ramenait à l'enfance. Mais tout semblait plus silencieux, plus lourd, comme si chaque objet retenait son souffle. Ma mère était partie quelques semaines plus tôt, laissant derrière elle une absence qui emplissait chaque pièce. Ses affaires étaient encore là. Les foulards soigneusement pliés dans la commode, le service à thé dans la vitrine, et cette bague, surtout, posée autrefois sur le plateau, en bois du petit meuble de l'entrée. Une bague en or jaune, sertie d'une émeraude profonde, qui avait appartenu à ma grand-mère avant elle. Elle la portait aux grandes occasions, et parfois, lorsqu'elle me la confiait pour un instant, je sentais son poids comme celui d'une histoire qu'il fallait protéger. Après les funérailles, j'avais supposé naïvement que nous partagerions les souvenirs avec équité. Mais mon frère, Julien, s'était approprié la bague sans discussion. Pas de conversation, pas d'accord, pas même une justification. Elle avait disparu du plateau où elle reposait d'habitude, et je l'avais aperçue à son doigt un matin alors qu'il sortait précipitamment de l'appartement. Il n'avait rien dit, et moi, sur le moment, je n'avais pas osé poser la question qui me brûlait les lèvres. Les jours passaient et cette omission se transformait en certitude. Il n'avait pas l'intention de me la rendre, ni même de la partager. Ce qui aurait pu être un simple souvenir familial devenait un symbole d'injustice. Ce n'était pas la valeur matérielle qui comptait, bien que la bague ait sans doute un prix élevé, mais ce qu'elle représentait, une continuité, un lien que je refusais de voir brisé. Je passais mes soirées à feuilleter les albums photos, m'arrêtant sur les images où cette bague apparaissait. Ma mère la portait à la main gauche sur la photo de son mariage. On la voyait aussi lors d'un déjeuner d'été à Saint-Malo, la lumière du soleil faisant vibrer la pierre verte. Chaque cliché renforçait mon sentiment que cet objet n'appartenait pas à Julien seul. Il appartenait à notre histoire commune, et en tant que fille unique aux côtés de ce frère, j'avais autant de droits que lui. Un après-midi, j'ai tenté une approche mesurée. Je lui ai rappelé que maman m'avait souvent parlé de cette bague, qu'elle disait qu'elle me la confierait un jour. Sa réponse, brève, avait claqué comme une porte. Il considérait que ce jour était venu pour lui, pas pour moi. Il ne voulait rien entendre. Cette conversation avait marqué un point de rupture. À partir de là, les repas communs devinrent plus rares, les échanges plus secs. Nous cohabitions dans un silence lourd, chacun évitant l'autre. Mais dans l'ombre de cette tension, une idée commençait à germer. Si Julien s'appropriait ainsi un bien qui devait être partagé, il violait les règles de la succession. Et ces règles, je pouvais les faire respecter. Je me renseignais, discrètement. Internet regorgeait d'articles sur les conflits d'héritage. Je lus des témoignages d'histoires semblables, de frères et sœurs qui s'étaient déchirés pour un bijou, un tableau ou un simple meuble. Je découvris aussi la procédure. Lorsqu'un héritier s'accapare un bien indivis, l'autre peut demander son retour ou sa compensation. Et si la discussion échoue, un tribunal peut trancher. Ces lectures ne m'apportèrent pas de joie, mais une forme de calme déterminé. Je savais maintenant que j'avais un chemin. Ce n'était plus une querelle personnelle, mais une question de droit. Ce raisonnement me protégeait de l'émotion, m'évitait de m'effondrer dans les souvenirs. Je pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les affaires de succession. Son cabinet, dans le 9e arrondissement, était rempli de classeurs, étiquetés et d'un parfum de papier ancien. Il écouta mon récit sans m'interrompre, prenant des notes rapides. Lorsqu'il releva la tête, il me dit simplement que ma position était fondée. La bague faisait partie de la succession et Julien n'avait pas le droit de se l'approprier unilatéralement. Il ajouta qu'une mise en demeure pouvait suffire à régler la situation, mais que, si nécessaire, un huissier pouvait intervenir avec un ordre du tribunal. En sortant du cabinet, le froid de février me saisit, mais je sentis aussi un étrange réchauffement intérieur. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. J'allais suivre cette voie, coûte que coûte. Je rentrais chez moi en observant les passants pressés, les vitrines éclairées, les taxis ralentissant, au feu. Le monde autour de moi continuait comme si de rien n'était. Mais moi, je m'apprêtais à plonger dans un combat qui allait remuer tout ce qui restait de ma famille. J'avais conscience que cette décision allait creuser un fossé définitif entre mon frère et moi. Mais je savais aussi que renoncer reviendrait à effacer une part de ma mère. Et ça,
Je ne pouvais pas l'accepter. Les jours suivants furent rythmés par les échanges avec mon avocat. Les lettres partaient, revenaient, sans que Julien cède. Il refusait de reconnaître la légitimité de ma demande, allant jusqu'à prétendre que maman lui avait donné la bague de son vivant, sans témoin. Ce mensonge, car j'étais certaine que c'en était un, me blessa plus que je ne l'aurais cru. C'était comme s'il voulait réécrire l'histoire, effacer mon lien avec elle, pour graver le sien en lettres d'or. Je continuais pourtant, m'accrochant à l'idée que le droit finirait par parler. Les démarches prenaient du temps, mais chaque étape me rapprochait du moment où Julien serait obligé de s'incliner. Et ce moment, je l'imaginais de plus en plus clairement. Un huissier frappant à la porte, muni d'un ordre du tribunal, et Julien contraint de remettre la bague. Je ne savais pas encore que cette scène arriverait plus tôt que prévu. Les jours qui suivirent notre dernier échange furent traversés d'un mélange étrange de lassitude et de tension. Chaque fois que je croisais Julien dans le couloir ou près de la cuisine, il y avait cette manière qu'il avait d'éviter mon regard, comme s'il redoutait que j'y lise la vérité qu'il refusait de dire. Je m'efforçais de garder un ton neutre, de ne pas laisser paraître l'impatience qui grandissait en moi, mais chaque geste de sa part me rappelait la présence invisible de la bague, comme un point lumineux qu'on tente de ne pas fixer et qui attire pourtant l'œil à chaque instant. Je continuais à collaborer avec mon avocat, à fournir les documents demandés, à signer les formulaires qui m'étaient envoyés. Les termes juridiques commençaient à peupler mon vocabulaire quotidien. Mise en demeure, acte de signification, indivision, sommation de restituer. Ils n'étaient pas seulement des mots sur du papier, mais des outils que je voyais se mettre en place comme les pièces d'un mécanisme conçu pour produire un résultat inéluctable. Je découvrais une partie du monde qui m'avait jusque-là échappé. Celui des échanges formels, des dates butoirs, des signatures officielles qui transforment un différend en procédure. Pendant ce temps, l'appartement prenait une atmosphère d'attente. Les meubles, immobiles depuis toujours, semblaient soudain chargés d'une vigilance silencieuse. Les murs gardaient la mémoire des conversations anciennes, mais aucun mot d'apaisement ne semblait vouloir franchir les lèvres de mon frère. Même nos repas séparés étaient devenus une sorte de langage. Le bruit de la vaisselle rangée un peu trop fort, la fermeture discrète mais ferme des portes, les pas qui se ralentissent en passant devant la chambre de l'autre. Je savais que l'étape suivante serait décisive. Mon avocat m'avait expliqué que si Julien ne répondait pas favorablement à la mise en demeure, ce qui était désormais évident, il faudrait saisir le tribunal. Cette saisine, loin d'être une simple formalité, déclencherait la possibilité pour un huissier de justice d'intervenir. L'idée de voir un représentant de l'autorité pénétrer dans l'appartement familial me troublait. Ce n'était pas seulement la perspective de la confrontation, mais celle de voir nos affaires intimes exposées aux yeux d'un tiers, même dans le cadre strictement légal. Un matin de mars, je reçus un courrier recommandé. L'enveloppe, au papier épais, portait l'entête du tribunal judiciaire de Paris. À l'intérieur, la notification officielle m'informait qu'une ordonnance avait été rendue. Julien devait restituer la bague ou la remettre à l'huissier mandaté, dans un délai fixé. En lisant ces lignes, je ressentis un mélange de soulagement et de gravité. Ce n'était plus seulement mon affaire contre celle de mon frère. C'était la loi qui parlait désormais. Je rangeais le document dans un classeur que j'avais commencé à remplir depuis le début de cette histoire. À côté des échanges d'emails et des copies de lettres, il prenait place comme une pièce maîtresse, la preuve que mes démarches n'avaient pas été vaines. Je passais le reste de la journée à mettre de l'ordre dans mes papiers, à relire les courriers précédents, comme pour me préparer mentalement à ce qui allait suivre. La veille du jour fixé pour l'intervention de l'huissier, j'eus du mal à trouver le sommeil. Les souvenirs de maman se mêlaient aux images mentales d'une scène à venir. Le coup frappé à la porte, l'entrée d'un homme ou d'une femme portant un costume sombre, un attaché-case et un ton professionnel, les échanges précis et inéluctables. Je savais que cette image n'était pas un fantasme, mais un cadre réel, dicté par la procédure. Le matin suivant, je me levai tôt. L'appartement était silencieux, baigné par une lumière pâle filtrant à travers les rideaux. Je pris un café, rangeai machinalement la table, comme pour occuper mes mains et éviter de regarder l'horloge trop souvent. Chaque tic-tac semblait rapprocher l'instant. À 11 heures précises, un coup ferme retentit à la porte, ni violent ni hésitant, mais porteur d'une autorité immédiate. Je me levai d'un mouvement instinctif, consciente que cet instant allait marquer un tournant. Julien sortit de sa chambre presque au même moment, ses yeux cherchant les miens, sans les trouver vraiment. Je crois que, malgré tout, il comprenait.
Lorsque j'ouvris, l'huissier se présenta brièvement, exhibant la carte professionnelle qui attestait de sa mission. Sa présence emplissait le couloir d'une énergie particulière, celle de l'action officielle, réglée, impossible à esquiver. Il portait un manteau sombre et tenait dans sa main droite un dossier épais. Dans sa voix, aucune hostilité, mais une neutralité ferme, comme un instrument parfaitement accordé à sa fonction. Il entra, referma la porte derrière lui et s'avança vers le salon, invitant Julien à le rejoindre. Les phrases étaient claires, mesurées, sans bavardage. L'ordre du tribunal était lu, les obligations de Julien rappelées, la nature du bien précisée. Chaque mot s'imprimait dans l'air comme une sentence irréversible. Je me tenais légèrement en retrait, observant cette scène avec une lucidité presque détachée, comme si j'assistais à un moment que j'avais déjà rejoué 1000 fois dans ma tête. Julien resta debout, les bras croisés, le regard fixe. Il ne protesta pas, mais son silence contenait une densité que je connaissais bien. Finalement, après quelques secondes qui parurent plus longues que des minutes, il quitta la pièce et revint avec une petite boîte en velours vert. Il la tendit à l'huissier sans me regarder. L'huissier ouvrit la boîte, vérifia l'objet, nota quelque chose sur un formulaire, puis la referma avec précision. Tout se fit dans un calme impeccable, presque cérémoniel. Lorsqu'il eut terminé, il rangea la boîte dans son dossier, signa un document qu'il me fit parapher, puis tendit une copie à Julien. La procédure était accomplie. Quand il repartit, le couloir retrouva son silence habituel, mais l'air semblait avoir changé. L'espace portait la trace invisible de ce qui venait de se passer. Julien rentra dans sa chambre et la porte se referma doucement. Je restai quelques instants debout, immobile, à regarder la porte d'entrée fermée. J'avais obtenu ce que je réclamais depuis des semaines, mais ce moment n'avait rien du triomphe que j'avais parfois imaginé. C'était une victoire administrative, propre, nette, mais sans éclat. La bague n'était pas encore à moi, elle devait transiter par la procédure avant de m'être remise, mais elle n'était plus entre les mains de mon frère. Ce jour-là, je compris que la justice avait sa propre temporalité, son propre langage, et que, si elle peut trancher, elle ne recoue pas toujours ce qu'elle sépare. Le lien entre Julien et moi avait cédé un peu plus, et aucune ordonnance, si bien rédigée soit-elle, ne pourrait réparer cette fracture. Après le départ de l'huissier, l'appartement retomba dans un silence presque artificiel, comme si chaque meuble et chaque mur retenaient leur souffle pour éviter de prolonger l'écho de la scène. J'étais assise à la table du salon, les mains posées à plat sur le bois, le regard perdu dans les veines du plateau. J'aurais pu me lever, ranger mes papiers, téléphoner à mon avocat pour lui confirmer que l'exécution de l'ordonnance avait eu lieu. Mais au lieu de ça, je restais immobile, comme si le simple fait de bouger pouvait altérer le fragile équilibre qui venait de s'installer. Julien ne sortit pas de sa chambre de la matinée. Je savais que derrière cette porte close, il nourrissait sa colère. Pas celle qui explose bruyamment, mais une colère compacte, froide, qui s'installe comme une pierre dans la poitrine. J'avais connu cette facette de lui dans notre enfance. Lorsque quelque chose le contrariait profondément, il s'enfermait dans un mutisme d'autant plus solide qu'il ne cherchait pas à convaincre l'autre. Ce n'était pas de la résignation, c'était une manière de dire qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de ce qui venait de se passer. En fin d'après-midi, il quitta l'appartement sans un mot. Je l'entendis prendre ses clés, enfiler son manteau, puis la porte, claqua avec un bruit sec. Le couloir retrouva aussitôt sa pénombre habituelle. Ce départ me donna un sentiment ambivalent. Un soulagement de ne pas croiser son regard chargé d'hostilité, mais aussi une sorte de vide qui me rappelait que, malgré tout, nous restions liés par ce que nous avions perdu, et que la justice ne pouvait rien pour réparer ça. Je passais la soirée seule, la radio en fond, les lumières tamisées. Le bruit discret des voitures sur le boulevard me parvenait par la fenêtre entr'ouverte. Je pensais à maman, à cette bague qu'elle portait toujours avec une nonchalance élégante. Elle la faisait tourner distraitement à son doigt lorsqu'elle réfléchissait, et je me souvenais de l'avoir vue, un soir, l'ôter pour la poser sur la table de chevet avant d'éteindre la lampe. Elle ne la rangeait jamais vraiment, comme si elle voulait qu'elle soit toujours à portée de main, prête à accompagner un geste, une sortie, un moment important. Dans ma tête, je revivais les étapes de ces dernières semaines. La découverte, de l'absence de la bague, la première confrontation avec Julien, le rendez-vous chez l'avocat, la mise en demeure, l'attente de la décision du tribunal, et enfin, cette matinée où tout avait basculé. C'était comme feuilleter un album de souvenirs récents, mais en noir et blanc, sans la chaleur des images anciennes. Le lendemain matin,
Je reçus un appel de mon avocat. Il m'informa que l'huissier avait remis la bague sous scellé et qu'elle serait déposée à l'étude dans les prochains jours. Je devrais m'y rendre pour signer un procès-verbal de remise et récupérer officiellement le bijou. Il me rappela aussi que, dans le cadre de la succession, la valeur de la bague serait évaluée et que, si je la conservais, elle serait imputée sur ma part d'héritage. J'acquiesçais, consciente que c'était une formalité incontournable. Les jours suivants, je tentais de reprendre un rythme normal. Je faisais mes courses, je travaillais à distance sur des dossiers en retard, j'évitais soigneusement toute interaction prolongée avec Julien. Nos échanges se limitaient à des salutations rapides, parfois même à un simple hochement de tête. Pourtant, je sentais que, derrière son mutisme, il avait renoncé à me convaincre. Il ne cherchait plus à me faire changer d'avis. Il s'était contenté de refermer la porte sur cette histoire, comme on le fait sur une pièce qu'on ne veut plus visiter. Lorsque le cabinet de l'huissier m'appela pour fixer la remise, j'eus un moment d'hésitation. Je savais que cette rencontre marquerait une forme de conclusion, mais je redoutais aussi l'émotion qui pourrait m'envahir en tenant la bague à nouveau. Le jour venu, je me rendis à l'étude, un petit immeuble discret dans une rue calme du 8e arrondissement. À l'intérieur, l'air avait cette odeur particulière de papier ancien et de meubles cirés. La secrétaire me fit patienter quelques minutes dans une salle claire où trônait une grande horloge silencieuse. L'huissier arriva, me salua avec courtoisie, puis posa sur la table une boîte rectangulaire scellée par un ruban officiel. Il rompit le cachet, ouvrit la boîte et la tourna vers moi. La bague était là, identique à mon souvenir, la pierre verte captant la lumière d'une manière presque insolente. Je la pris entre mes doigts, et aussitôt, la sensation familière revint. Ce poids précis, cette douceur du métal poli par des années de contact avec la peau de ma mère. Ce n'était pas seulement un objet que je tenais, mais la somme de gestes, de regards, de moments vécus en sa présence. Je signai le procès-verbal, rangeai la bague dans un petit écrin que j'avais apporté et sortis dans la lumière froide de l'après-midi. Marcher avec ce bijou dans mon sac me donnait une impression étrange, comme si je transportais une part tangible de ma mémoire. De retour à l'appartement, je décidai de ne pas porter la bague immédiatement. Je la déposai sur ma table de chevet, comme maman le faisait, et je m'assis face à elle, simplement pour la regarder. Ce geste me parut apaiser quelque chose en moi, comme si la boucle était enfin bouclée. Julien rentra tard ce soir-là. Je l'entendis dans le couloir, poser ses affaires, aller directement dans sa chambre. Il ne fit aucune allusion à la bague, ni à l'huissier, ni au tribunal. J'eus le sentiment que, pour lui, cette histoire était désormais figée dans une zone qu'il ne voulait plus explorer. Pourtant, le silence qui s'installa dans les semaines suivantes n'était pas vide. Il était plein de ce qui n'avait pas été dit. Les rancunes, les blessures, les souvenirs communs qui, désormais, semblaient appartenir à deux mondes, séparés. La justice m'avait rendu un objet, mais elle ne m'avait pas rendu mon frère. Et peut-être qu'aucune loi au monde ne pourrait le faire. Je compris alors que, dans les affaires d'héritage, ce qui se transmet ne se limite pas aux biens matériels. On hérite aussi des fractures, des silences et parfois des distances irréversibles. Les mois passèrent avec une lenteur étrange, comme si le temps avait changé de texture après cette affaire. L'hiver céda la place à un printemps timide, puis à un été qui recouvrit Paris d'une lumière crue. Je continuais à vivre dans l'appartement familial, mais chaque pièce portait encore la trace de ce qui s'était joué. Rien n'avait été déplacé, mais tout semblait avoir changé de place dans ma perception. La bague, elle, reposait toujours dans son écrin sur ma table de chevet. Je ne la portais pas souvent. Parfois, je la prenais entre mes doigts, la faisais tourner, observais les reflets de l'émeraude, et je me souvenais d'un geste, d'un parfum, d'un rire. D'autres fois, je refermais l'écrin presque brusquement, comme si ce contact réveillait plus de blessures que de réconfort. Ce bijou était devenu à la fois un trésor et un rappel constant du prix qu'il m'avait fallu payer pour le récupérer. Julien et moi cohabitions toujours, mais dans un équilibre fragile. Les conversations étaient rares, limitées à l'essentiel. Nous nous croisions parfois dans le couloir, échangions un bonjour poli, puis poursuivions notre chemin. L'absence de dispute ouverte ne signifiait pas que la tension avait disparu. Elle s'était simplement transformée en une couche invisible qui recouvrait chaque interaction. Un soir, alors que j'étais assise sur le balcon à regarder les lumières de la ville, je me surpris à penser que cette bague avait peut-être concentré en elle toutes les rancunes accumulées au fil des années. Elle était devenue le symbole d'une reconnaissance mutuelle que nous n'avions jamais vraiment eue. Nous n'avions pas grandi dans un conflit permanent, mais dans une sorte de compétition silencieuse
qui attirerait le plus l'attention de maman, qui obtiendrait le dernier mot lors des repas, qui garderait pour lui un souvenir particulier. Là, justice avait tranché, m'accordant la possession de la bague, mais elle n'avait pas effacé cette dynamique. Au contraire, elle l'avait figée dans un verdict. Et dans ce verdict, il n'y avait pas de place pour les nuances, les compromis ou la tendresse. Je reçus un jour un courrier du notaire m'informant que la succession touchait à sa fin. Les comptes avaient été réglés, les biens répartis, les formalités accomplies. La bague apparaissait dans l'inventaire final, affectée à ma part, avec une estimation précise de sa valeur marchande. En lisant ce chiffre, je ressentis un étrange décalage. Voir réduit à une somme d'argent, ce qui, pour moi, représentait un pan entier de ma mémoire, avait quelque chose de presque indécent. Mais c'était ainsi que le droit fonctionnait, en transformant l'affectif en chiffres, en rendant mesurable ce qui ne l'est pas vraiment. Ce même été, Julien annonça qu'il avait trouvé un nouvel appartement et qu'il partirait à la rentrée. Il le dit d'une voix neutre, comme on annoncerait un changement de contrat ou un déménagement administratif. Je me contentais d'acquiescer. Nous ne parlâmes pas des raisons de ce départ, mais je les connaissais. La cohabitation était devenue une façade trop fragile pour durer. Les jours précédant son déménagement furent étrangement calmes. Pas de disputes, pas d'échanges froids, seulement une succession de gestes mécaniques. Il triait ses affaires, remplissait des cartons, déposait des sacs à la cave. Un matin, je le surpris dans le salon, immobile, tenant une photo de nous deux enfants, prise lors de vacances à la mer. Il la reposa sans rien dire et continua à ranger. Le jour de son départ, nous nous retrouvâmes dans l'entrée, entourés de ses valises. Il me dit simplement « Prends soin de toi ». Ce n'était ni un adieu chaleureux ni un reproche, juste une phrase suspendue qui ne cherchait pas à recoller les morceaux mais à reconnaître peut-être que quelque chose avait été définitivement perdu. Après son départ, l'appartement sembla plus grand, mais aussi plus vide. Le silence n'avait plus la même densité. Je pouvais circuler librement, ouvrir les fenêtres, changer la disposition des meubles si je le voulais. Pourtant, je laissais tout en place, comme si je craignais qu'en modifiant l'espace, je perde les derniers échos de notre vie commune. La bague, dans son écrin, prit alors une place nouvelle. Elle n'était plus seulement l'objet pour lequel j'avais lutté. Elle devint un repère. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais non seulement de maman, mais aussi du chemin parcouru pour affirmer mes droits, du courage qu'il m'avait fallu pour affronter la résistance de mon frère et du prix que j'avais payé en lien familial. Un dimanche d'automne, je décidai enfin de la porter pour sortir. Ce fut pour un déjeuner chez une amie de longue date, quelqu'un qui avait connu ma mère et qui comprenait la valeur sentimentale de cette bague. Lorsque je la mis à mon doigt, j'eus l'impression de fermer un cercle, de donner à cet objet la vie qu'il méritait, au lieu de le laisser enfermer dans une boîte. Au restaurant, mon amie remarqua la bague immédiatement. Elle sourit, doucement, et me dit « Elle te va bien ». Ce compliment, simple et sincère, me toucha plus que je ne l'aurais cru. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais plus à la bataille juridique, à l'huissier ou au tribunal. Je pensais seulement à ma mère et au fait qu'elle m'aurait peut-être regardé ce jour-là avec le même sourire. Les saisons passèrent encore. Julien et moi ne nous revîmes que rarement, lors de réunions familiales ou d'occasions inévitables. Nos échanges restèrent cordiaux mais distants. La bague, elle, continuait d'accompagner certains moments de ma vie, discrète mais présente, comme un fil qui relie encore le passé au présent. Je compris peu à peu que ce que j'avais vraiment gagné n'était pas seulement le bijou, mais la certitude d'avoir défendu une part de moi-même. Dans les affaires d'héritage, on croit souvent se battre pour un objet, mais c'est rarement le cas. On se bat pour ce qu'il représente, pour la place qu'il occupe dans notre histoire, et pour la reconnaissance que cette place mérite. Et même si la justice ne recoupe pas les liens brisés, elle peut au moins garantir que certaines choses ne nous sont pas arrachées. C'était déjà beaucoup.